Bon, on va débuter. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire virtuel. Je suis Oriane, directrice du développement des services chez Parkinson Québec. Ce webinaire va aborder le fait de s'impliquer dans la recherche, donc ici pour le Parkinson. On reçoit souvent des questions sur notre ligne d'information et de soutien qui concernent la recherche. Vous avez peut-être parfois envie de vous impliquer dans la recherche pour le Parkinson, mais c'est vrai que ce domaine peut paraître parfois inaccessible et ça génère beaucoup de questions. Alors, nous sommes partis des questions que l'on recevait le plus sur la ligne d'information concernant ce sujet pour réaliser ce webinaire. Nous espérons que ça va être utile et éclairant. Nous avons le privilège d'avoir deux membres du réseau Parkinson Québec pour cette intervention. Sarah Boga, une des coordonnatrices du réseau Parkinson Québec depuis 2019. Elle supporte la recherche en Parkinson en facilitant l'accès aux participants pour les équipes de recherche et en contribuant au développement des orientations du réseau Parkinson Québec. Et Rouzbeh Satari, qui œuvre pour le réseau Parkinson Québec depuis 2021 et coordonne les différents groupes de recherche et les participants, notamment au niveau des rendez-vous pour les évaluations. Donc, je les remercie et avant de leur donner la parole, je vais rappeler quelques règles de formalité de nos conférences virtuelles. Si c'est possible de garder votre caméra éteinte et vos micros fermés tout au long de la présentation. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion sur YouTube dans les jours suivants. Et n'hésitez pas surtout à communiquer dans le chat en bas de votre écran et à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. À la fin de la présentation, il y aura une période de questions. N'hésitez pas surtout à écrire. Merci beaucoup. Nous allons débuter cette présentation. Sarah et Rouzbeh, je vous laisse donc la place et la parole. Merci beaucoup, Oriane. Bonjour à tous. On va commencer tout de suite après. Les présentations sont déjà faites, voilà. C'est moi qui va débuter, qui va faire une bonne partie de la présentation. Rouzbeh va intervenir avec moi tout à l'heure pour les évaluations. Donc, on commence tout de suite avec le plan de match. On va faire un petit survol de qu'est-ce que le RPQ, le réseau Parkinson Québec, les différences entre Parkinson Québec et le réseau, l'éthique à la recherche, comment participer à la recherche, parce que le but, c'est de vous informer justement sur qu'est-ce qu'on fait, comment on participe, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça. Et on veut que vous ayez le plus d'informations pour pouvoir prendre une décision si vous voulez participer ou pas. On va aussi parler un petit peu de ce qui s'en vient dans le futur proche et on va finir avec la période de questions. On va commencer. Qu'est-ce que le RPQ? C'est le réseau Parkinson Québec. C'est un réseau qui, comme dit dans le nom, c'est un réseau de recherche et c'est un des principaux réseaux en neurosciences et il est spécifiquement pour la maladie de Parkinson et les symptômes apparentés. Donc, c'est vraiment pas juste la maladie, c'est les symptômes qui sont connexes au Parkinson. Donc, on peut parler de différents par exemple, PSP, c'est tous des abrégés, mais si vous avez ces symptômes apparentés à la maladie, vous savez qui vous êtes. Donc, je ne vais pas les nommer tous ici. C'est un réseau qui est financé par les fonds de recherche en santé du Québec. Donc, c'est un organisme gouvernemental qui octroie des sous pour pouvoir mener à bien la recherche et on est bénéficiaire de ces sous-là depuis 2013. Donc, c'est sûr que sans les fonds, ben, on ne pourrait pas exister, mais surtout, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le réseau est vraiment émergé d'une demande puis d'un besoin de la communauté, autant les participants, mais surtout les chercheurs et les neurologues. Donc, le but était de rallier toutes ces trois entités-là, donc les patients, les neurologues, les chercheurs, pour en faire amener en fait une disponibilité des participants et en raison de vraiment le rendre la collaboration beaucoup plus facilitante dans la recherche, évidemment. Donc, voilà. Évidemment, vient
la question de pourquoi les noms se ressemblent et on a beaucoup, autant Oriane et Parkinson Québec, autant nous, le réseau, de questions pourquoi c'est la même chose et les gens se mélangent beaucoup. Donc, on a essayé vraiment de mettre en lumière la différence entre les deux pour vous montrer vraiment qu'on est deux entités séparées, mais évidemment, on collabore, on est des partenaires dans tout ça, mais vraiment pour vous montrer donc la différence. Alors, au niveau du réseau Parkinson Québec, c'est pourquoi on est là, Rouzbé et moi, c'est un réseau de recherche. C'est financé par les fonds de recherche en santé du Québec, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et aussi, c'est surtout axé sur la recherche et la collaboration entre chercheurs cliniciens. Donc, vraiment, on est dans l'optique recherche, vraiment, vraiment. Dans le cadre de Parkinson Québec, c'est pourquoi Oriane travaille et toute l'organisation des webinaires, tout ça, c'est financé par des dons et des subventions. Donc, souvent, les gens vont pouvoir donner à leur organisme. Et c'est un organisme sans but lucratif. Donc, c'est communautaire et c'est vraiment axé sur l'information, l'éducation. C'est pour les gens de la communauté, c'est pour vous et c'est en étroite collaboration avec les partenaires régionaux qui sont à travers le Québec. Donc, c'est vraiment dans votre quotidien l'accès aux services par Parkinson Québec. Et nous, on a vraiment la portion recherche qui aide à faire avancer la science en Parkinson et symptômes apparentés. Donc, on travaille évidemment de concert, on se partage des fois des idées, des services, et comme là, on collabore dans un webinaire. Donc, c'est vraiment à titre de partenaire et de collaborateur qu'on joue les deux ensemble. OK. Avant de commencer à vous expliquer votre implication possible dans la recherche ou quoi que ce soit, c'est toujours important de savoir en fait comment un peu ça fonctionne rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la recherche, il y a toujours des comités d'éthique qu'on appelle. Un comité, c'est pour évaluer les projets, pour s'assurer que tout ce qui est mis dans la recherche et dans le projet de recherche s'assure de la protection de vos droits, la protection de la protection de santé physique et mentale et de diminuer les risques au minimum. Donc, c'est hyper important que vous soyez le plus protégé possible et il y a un comité de gens experts, que ce soit en loi, en protection de la personne, qui sont ensemble pour s'assurer que les projets qui passent à travers ce processus respectent ces consignes-là et s'assurent de votre santé et sécurité. Aussi, s'assure que toutes les données qui vont être collectées, toutes les informations qui vont être prises par les équipes de recherche soient confidentielles pour ne pas être capable de vous retracer si jamais on a accès aux données, par exemple, d'un questionnaire. Donc voilà, ça c'est super important de prendre en compte que les projets sont approuvés ou refusés avec modification et donc vous êtes protégé à ce niveau-là par ces comités-là. L'autre chose qui est très importante de savoir en recherche, c'est que c'est une participation qui est volontaire. Donc, c'est hyper important que vous vous rappeliez à toutes les étapes que vous avez toujours la possibilité de vous retirer. Même si on est en train de faire le questionnaire, vous pouvez vous dire « Non, ça suffit, je ne suis pas à l'aise, je me retire. » Peu importe la raison. Donc, ça, c'est vraiment important de garder en tête que malgré le fait que vous soyez en processus de rendez-vous, peu importe la raison, vous avez le droit de vous retirer du projet. C'est tout. Donc, on va le répéter au fur et à mesure des évaluations, mais c'est super important que vous gardez ça en tête. Donc, vraiment, la recherche est faite pour vous protéger à tous les niveaux. C'est ça, c'est important. Ensuite, donc, rentrons dans le sujet. Qui peut participer? Tout le monde, tout simplement. On recherche des personnes qui ont autant la maladie de Parkinson et les symptômes apparentés. Comme je dis, je ne vais pas tous les détailler. Vous savez qui vous êtes. Ce sont donc des personnes adultes, 18 ans et plus, et capables de se déplacer pour des évaluations en personne parce qu'on a quand même une petite batterie de tests, d'évaluations, de questionnaires qu'on préfère faire en personne et en fait qui ne peuvent pas se faire en ligne. Mais il y a quand même une bonne partie des questionnaires qui peuvent se faire en ligne. L'autre catégorie de personnes, c'est le groupe témoin qu'on appelle, donc des participants qui
sont contrôle, qui n'ont aucune maladie apparentée au Parkinson. Ils peuvent avoir d'autres maladies. Je veux dire, le diabète, ce n'est pas apparenté au Parkinson. Il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui a le diabète peut participer en tant que contrôle. Donc, même principe, c'est un adulte et capable de se déplacer pour les évaluations. Donc, ça peut souvent être des gens de la parenté, ça peut être le conjoint, le proche aidant, la personne de la famille qui est intéressée à faire de la recherche. Donc, on est vraiment à la recherche de tout le monde. Voilà. Type de participation. On va, disons qu'il y a à peu près 2 possibilités de participer, mais une n'est pas exclue de l'autre. Donc, je vous explique avec mes petites flèches. La première voie de possibilité, c'est la collecte de données pour le réseau Parkinson Québec. C'est-à-dire qu'on va collecter nous-mêmes, donc l'équipe RPQ, des données, des questionnaires, des évaluations qu'on va faire à même le centre ici pour pouvoir offrir ces informations-là dans le partage de données qu'on appelle la science ouverte. On va vous expliquer ça un petit peu plus tard. Mais en gros, c'est nous, l'équipe Réseau Parkinson Québec, qui rencontre vous, les participants potentiels, et qui récolte des données pour le registre et la banque d'informations. Donc ça, c'est dans un premier temps de possibilité de faire. Dans un deuxième temps, il y a possibilité de participer à des projets de recherche universitaires. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un chercheur avec un laboratoire qui est dans une université ou dans un centre de recherche qui a besoin d'avoir des accès à un registre ou une liste de participants. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel au réseau Parkinson Québec avec notre très grande quantité de participants déjà enrôlés dans le registre. Ils nous demandent un accès pour avoir des participants selon certains critères. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue le projet, on s'assure que ça respecte les conditions, que c'est approuvé à l'éthique et on est capable de soumettre une liste de participants qui sont potentiels de répondre aux critères du projet spécifique à l'université ou au centre de recherche. Et donc, c'est une façon de participer de ce côté-là et leur donner, donc leur projet de recherche, nous permet, nous, de contribuer, puis en fait, d'alimenter aussi l'information que nous, on collecte. Donc, c'est vraiment un bel échange qu'on fait à ce niveau-là. Encore une fois, je vous répète, c'est confidentiel. Donc, on n'envoie pas des données avec votre nom en grosse étiquette, là. Vous êtes tous confidentiels en ce qui concerne les partages, disons, de résultats de questionnaires, par exemple. Donc, un et pas sans l'autre. Je vous dirais que la voie classique, ce que la plupart des participants font, c'est qu'ils viennent au RPQ pour faire la collecte de données qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Donc, toutes les évaluations en personne, les questionnaires en ligne et tout ça. Ensuite que cette participation est terminée, eh bien, en attendant les autres, les suivis, ils font la participation à des projets de recherche sur différents sujets. Et encore une fois, c'est une participation volontaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a émis votre nom dans une liste pour un projet que nécessairement vous êtes obligé d'accepter. Vous avez toujours le droit de refuser ou d'accepter. C'est selon votre confort, votre aisance, votre disponibilité, peu importe les raisons, c'est vous qui décidez. Donc, ça, c'est la voie classique en général. Donc, voilà. Maintenant, on va entrer vraiment dans le détail de la collecte de données pour le RPQ. Donc, ça, c'est les évaluations que nous, on fait parce que c'est avec ça que vous allez être invité à venir, à rentrer dans le processus de la recherche. Donc, je vais laisser la place à Rose B qui va vous expliquer. Non, pas tout de suite. Non, je m'excuse. C'est un petit peu plus tard. Donc, on va commencer. Donc, ça, c'est le parcours du participant. C'est les 6 étapes par lesquelles vous allez passer pour vraiment entrer dans le réseau. Alors, on va commencer rapidement. Donc, auto-inscription, c'est l'inscription par laquelle
on reçoit votre demande d'information pour que nous, on vous contacte. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, je vais vous montrer les petites étapes, ou le site web de Parkinson Québec qui nous a fait un lien direct à notre formulaire. Donc, on commence sur notre site web. Vous allez dans la section participants et participantes. Par la suite, au bas de la page, vous allez voir, vous souhaitez participer. Vous répondez oui et vous cliquez sur le petite tuile pour ensuite arriver sur cette page d'information. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails pour vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est, tout ce que je vous explique un peu en ce moment. Vous cliquez en bas, donc « Je participe » anglais-français parce que le formulaire va être en anglais et en français. Ce qui vous amène à ce formulaire d'information. Ce n'est pas un formulaire de consentement. Ce n'est pas là que vous signez pour nous dire « Oui, je veux faire de la recherche ». Okay? C'est bien clair que c'est un formulaire d'information. Vous nous demandez d'avoir de l'information sur le réseau Parkinson Québec. Nous, ça nous envoie vos coordonnées pour qu'on puisse vous appeler ou vous écrire par courriel. Donc, c'est vraiment un formulaire de consentement, formulaire d'information. Et oui, c'est normal que le logo de la petite fleur bleue et rouge, ça soit Canadian Open Parkinson Network. Je vous explique rapidement, c'est parce que l'initiative québécoise, donc Réseau Parkinson Québec, a inspiré une version nationale. Et donc, maintenant, on est partenaire avec eux, on collabore avec eux et on est un peu sous des partenaires là-dessus. C'est eux qui ont monté le questionnaire d'information pour les deux plateformes, Québec et Canada. Donc, tout est géré au Québec, tout est fait au Québec, tout est gardé au Québec. C'est juste que c'est eux qui ont fait le formulaire. Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli la demande d'information, nous, quelques semaines après, on vous appelle pour vous expliquer tout ce qui se passe. Tout, répondre à vos questions, s'assurer que vous êtes choisi dans la bonne catégorie aussi, si vous êtes un contrôle, un Parkinson, un syndrome apparenté, bref. On s'assure que vous ayez toutes les réponses à vos questions, toutes les informations pour pouvoir faire un consentement éclairé. S'assurer que vous êtes d'accord avec ce qu'on va vous proposer. Donc, ensuite, si vous êtes d'accord, eh bien, il y a la signature des consentements. Donc, on a quelques formulaires. C'est vraiment des papiers avec l'explication. On vous parle de consentement, on vous parle de confidentialité. Bref, vous avez tout exposé pour vous rappeler que toutes les étapes qu'on va faire dans votre processus d'enregistrement. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous signez que vous êtes lié à nous. Vous pouvez arrêter de participer à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de signer le formulaire de consentement non plus si vous avez réfléchi, vous n'êtes plus d'accord de faire partie. Donc, sachez que c'est super important que vous soyez d'accord avec toutes les étapes pour pouvoir signer le formulaire de consentement. Ensuite, une fois que vous avez signé, bien, on commence à remplir disons, le dossier de base sur vous. C'est à partir de questionnaires. Donc, on a 3 types de questionnaires. Premier questionnaire, c'est démographique, donc des formulaires assez classiques que vous avez déjà peut-être répondu à travers des rendez-vous médicaux ou bref, hein, à travers même l'enregistrement par Parkinson Québec. Donc, c'est complété par vous. On vous l'envoie dans un courriel sécurisé et vous remplissez sur Internet pour nous le renvoyer à travers la plateforme sécurisée. Donc, si vous n'avez pas accès à un réseau Internet ou que ce n'est pas possible pour vous de le faire, vous n'êtes pas à l'aise, peu importe, on peut le faire par téléphone ou on peut le faire en personne lors d'une visite dans les centres de recherche. Donc, voilà pour le premier questionnaire. C'est le même principe pour le questionnaire épidémiologique. Donc, beaucoup de questions sur vos antécédents, sur ce que vous avez fait, où est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien. Donc, on essaie de monter un dossier pour comprendre et vous comprendre le plus possible. C'est aussi un questionnaire qui est complété par vous, envoyé dans la plateforme sécurisée et répondu donc dans le confort de chez vous. Par la suite, le petit questionnaire clinique. Donc, on essaye, là, c'est des questions qui vont être répondues et posées avec nous pour s'assurer du diagnostic si vous avez la maladie Parkinson ou syndrome apparenté. Et puis, juste avoir un petit antécédent clinique aussi sur qu'est-ce qui s'est passé déjà dans votre vie au niveau des chirurgies, etc. Donc, ce sont les questionnaires qu'on pose pour s'assurer
d'avoir un bon dossier complet de vos informations. Maintenant, je vais laisser la parole à Rose B, qui va vous expliquer toutes les évaluations qu'on propose dans la visite en personne. Donc, voilà. Merci, Sarah. Dans la prochaine diapo, je vais vous présenter un peu de différentes étapes d'évaluation en personne, très concrètement, et je vais essayer de le faire brièvement. Mais avant qu'on commence d'expliquer les différentes étapes d'évaluation, je voudrais souligner 2 points qui sont très importants. La première chose, c'est que toutes les évaluations sont volontaires. Donc, si, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise à faire la prise de sang, si vous n'êtes pas, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes claustrophobe et vous avez problème de faire IRM, vous n'êtes pas obligé de faire IRM, vous n'êtes pas obligé de faire, par exemple, la prise de sang. Vous pouvez choisir les différentes évaluations. On peut arranger les choses pour faire la meilleure possible. Mais il est certain qu'on encourage les participants à faire le plus possible d'évaluation pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de possibilités d'analyse de différentes informations entre différents participants. Bon, et la deuxième chose, c'est que on peut faire toutes les évaluations en un jour ou dans différents jours. Par exemple, vous décidez de le faire dans 2 jours, dans 2 après-midi, on peut le faire. On peut arranger 2 rendez-vous différents ou 3 rendez-vous différents. Mais on peut le faire en un jour aussi. On commence par la prise de sang. Oui. La prise de sang, c'est une prise de sang régulière, comme peut-être que vous avez déjà fait chez votre médecin, chez l'infirmier. C'est une prise de sang régulière qui prend environ 30 minutes et ça nous aide à faire des analyses génétiques peut-être pour trouver des marqueurs spécifiques à la maladie. Et aussi, ça nous donne plus d'échantillons pour faire des analyses par différentes équipes de recherche qui sont approuvées par le Réseau Parkinson Québec. Et la deuxième, c'est l'évaluation motrice. Mais c'est une évaluation motrice, mais ce n'est pas juste une évaluation motrice parce qu'il porte sur différents aspects de la maladie. Par exemple, il y a des questionnaires. Un questionnaire qu'on va essayer de vous aider à remplir. Le questionnaire porte sur la vie quotidienne et aussi les symptômes non moteurs de la maladie. Il y a une entrevue très courte avec 6 questions et aussi une section d'évaluation motrice. Je pense que ça semble à des évaluations que vous avez déjà fait, comme la photo que vous voyez ici. On vous demande de faire des petits mouvements comme ça, mais c'est un peu plus détaillé que ce que vous avez déjà fait avec votre neurologue. Ça prend 45 à 50 minutes et ça nous donne un portrait plus détaillé sur la maladie et aussi surtout sur la progression de maladie. Une autre chose sur l'évaluation motrice, c'est qu'on le fait juste pour les participants qui atteignent la maladie de Parkinson. Ce n'est pas pour les contrôles, pour le groupe témoin. La troisième, c'est évaluation cognitive, mais c'est une version courte qui porte surtout sur l'attention, la mémoire, le langage, et ça prend 20 minutes. Je pense que vous avez, peut-être vous avez déjà fait avec votre neurologue, c'est très, très court. On vous demande de nommer des animaux, par exemple, comme vous voyez dans la photo. On vous demande de répéter quelques mots après nous, ou par exemple, de répéter quelques phrases après l'évaluateur ou l'évaluatrice. Ça prend 20 minutes, je pense que j'ai bien dit. Et ça nous donne un indice de problèmes cognitifs reliés à la maladie Parkinson, mais on peut le faire pour les contrôles aussi. Le test neuropsychologique ou l'évaluation neuropsychologique, c'est une basket de tests. C'est le même principe
que l'évaluation cognitive, mais c'est un peu plus détaillé, ça prend 1 heure et quart. Et celui-ci aussi porte sur les différents aspects différentes fonctions du cerveau, par exemple l'attention, la mémoire et le langage. Et ça nous donne plus de détails, surtout pour différents projets de recherche. Ça peut donner plus d'informations approfondies sur les aspects neuropsychologiques de la maladie. Et finalement, on fait l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Je pense que vous avez peut-être déjà fait un IRM. Ça semble à la même chose que si vous avez déjà fait une imagerie qui prend 40-45 minutes dans la machine avec la préparation avant et après l'imagerie, ça prend 1 heure max. Et c'est en temps repos et ça nous donne des informations détaillées sur les différentes régions du cerveau qui sont reliées à la maladie de Parkinson. Mais on peut le faire pour le contrôle aussi, pour le groupe témoin. Donc, si vous décidez de participer et si vous voulez faire une évaluation en personne, on vous offre deux lieux pour le faire. À Montréal, Institut et l'hôpital neurologique de Montréal, ou le Neuro, vous voyez l'adresse, ou à Québec, hôpital de l'Enfant Jésus, Chute de Québec, à l'Université Laval. Il y a une compensation financière. Le minimum est 20 $. Je pense que ça paye le stationnement ou le déplacement, mais peut-être qu'il y a d'autres compensations, mais ça dépend de différentes étapes d'évaluation que vous participez. Je laisse la parole à Sarah. Merci, Rosie. Donc, voilà. Une fois que vous avez passé à travers toute cette batterie d'évaluation, questionnaire et tout, ben, en gros, la participation, disons, plus active, elle est assez terminée pour une certaine durée, donc environ 12-18 mois, c'est-à-dire que nous, on fait le suivi avec vous et on vous invite à venir, en fait, à refaire certaines parties de questionnaire, donc en ligne ou par téléphone, comme je le mentionnais. Les premiers questionnaires, on met à jour les données, les informations pour savoir si tout est encore au statu quo ou est-ce que ça a changé et comment ça a changé. On vous invite aussi à refaire certaines, peut-être toutes les évaluations, dépendamment de justement l'évolution de votre situation, que ce soit les personnes contrôle ou les personnes avec syndrome ou maladie de Parkinson. Donc, on essaie de vraiment garder à jour les informations, que ce soit pour les projets de recherche à qui on réfère les participants ou que ce soit tout simplement pour nous, nos données, puis garder le contact avec vous pour être sûr d'avoir la bonne information sur vous. Donc, aussi, entre-temps, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, de la voie classique de participation, une fois que vous avez fini les évaluations au réseau Parkinson Québec, ben, vous êtes libre un peu de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez continuer de participer à des projets de recherche. À ce moment-là, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, les équipes pour lesquelles on a ciblé les participants, ces équipes de recherche dans des laboratoires spécifiques vont vous appeler, proposer leurs projets, proposer leurs évaluations. Mais si vous ne voulez pas participer, ben, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met tout simplement en attente pour le suivi de 12 ou 18 mois. Donc, c'est vraiment là à votre choix. Donc, c'est ce qui conclut pas mal toute la cascade d'événements pour le parcours d'un participant. Donc, ça a l'air gros comme ça parce qu'on veut vraiment vous le détailler. On voulait vraiment vous donner le plus d'informations pertinentes pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Et puis, ben, le futur, pour nous, en tout cas, c'est éventuellement de pouvoir éparpiller un petit peu plus ou en tout cas s'implanter un peu plus large dans les régions plus éloignées que Montréal et Québec. Donc, vous avez bien vu qu'en ce moment, c'était vraiment difficile d'avoir des
des évaluations à d'autres endroits parce que ça prend beaucoup d'infrastructures, ça prend beaucoup de personnel. C'est quand même une grosse organisation de sites pour pouvoir faire des évaluations en personne. Donc, tout ce qui est recrutement dans les régions les plus éloignées, un petit peu plus loin, c'est vraiment sur le mot d'ordre principal. Par contre, on veut essayer d'avoir peut-être des options comme une clinique mobile. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer pour se déplacer, faire quelques évaluations, des collectes de sang, sans nécessairement être quelque part en tout temps avec du personnel puis des équipements physiques, là, par exemple, en Beauce. Donc, c'est un exemple comme ça. Bref, c'est ce qui s'en vient. Aussi, on a l'ouverture prochaine, donc on est en discussion, en développement de l'Estrie, qui va être le troisième, disons, pôle de recrutement à Sherbrooke. Donc, on est bien content de pouvoir enfin pouvoir combler ce manque-là pour l'instant. Donc, voilà, ça s'en vient très prochainement. Et finalement, on aimerait beaucoup augmenter la communication des résultats, de pouvoir être un peu plus en contact avec les participants, donc soit par le biais de webinaires en partenariat avec Parkinson Québec, les Parkinson, les regroupements régionaux également, de pouvoir peut-être faire des journées scientifiques, des journées portes ouvertes. Je sais que ça a déjà été fait dans certains laboratoires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui manque à notre offre de service, si on peut dire, dans la recherche, de vraiment communiquer qu'est-ce qu'on fait finalement et de retourner vers vous pour les gens qui ont participé. C'est quelque chose qui est en demande et qu'on va augmenter dans les prochaines années, ça c'est certain. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, ce grand travail. Donc, on est, oui, porte-parole aujourd'hui, mais on a une petite équipe malgré tout, considérant qu'on est bien implanté à Montréal et à Québec pour l'instant. Donc, c'est l'équipe autant de direction que l'équipe des gens plus coordonnateurs terrain. On a vraiment, vraiment une super équipe, des gens très dévoués, que ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. Donc, c'est bien, bien plaisant de travailler avec tout ce beau monde-là. Et on les remercie évidemment grandement parce que sans eux, les évaluations ne se feraient pas. Donc, voilà. On est donc rendu à la période de questions et on vous remercie beaucoup de votre attention. On espère évidemment pouvoir vous recruter, vous voir dans les contextes de la recherche et autres, évidemment. Merci. Merci beaucoup à vous deux, Sarah et Rouzbeh, pour votre présentation. Donc, effectivement, c'est la période de questions. Je vois que Monsieur Luc Tremblay a levé sa main, donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez poser votre question. Bonjour tout le monde. Moi, ça fait au-dessus d'un an et demi que je participe à ces choses-là. À l'hôpital de Québec, à l'université, c'était seulement les prises de sang puis les tests d'évaluation motrice. J'ai tout fait ça après ça à Montréal, à l'Institut neurologique. Comme vous disiez, pour l'horaire, moi, comme je demeure à Québec, j'ai monté à Montréal, on va commencer à 8 heures le matin. J'ai fini à 4h30 le soir, là, tous les tests. La question est la suivante. Vous parlez encore de l'hôpital de Québec. Mais est-ce qu'ils ont l'organisation, qu'ils ont l'équipement de Montréal, il faut encore monter à Montréal? Parce que j'ai encore un autre rendez-vous pour passer un scan, là, puis d'autres évaluations motrices le 5 de mai à Montréal. Parce que je fais ça bénévolement, je vais faire mon cobaye là, parce que je veux aider. Mais si vous comprenez quand même, il y a des coûts à ça, là, puis je suis à ma retraite. Fait que c'est juste pour voir, ça ne me dérange pas d'y aller là. Mais c'est juste si on pourrait l'avoir à Québec, ce serait plus facile. Effectivement. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est très compliqué de monter toute l'infrastructure que ça prend pour faire toutes les évaluations. Je vous dirais que Québec a été un petit peu en arrière pour les débuts des évaluations. Maintenant, on en fait beaucoup plus que qu'est-ce qu'on en faisait il y a quelques mois. Aussi, il y a eu des manques de personnel, un peu comme tout le monde. Donc, je vous dirais, depuis la reprise post-COVID, on est vraiment beaucoup plus implanté à Québec. Par contre, tout ce qui est IRM et tous les tests un petit peu plus spécifiques, neuropsychologiques aussi, c'est encore juste à Montréal, mais c'est vraiment en train de se développer. C'est qu'on manque de personnel, un peu comme toutes les sphères du travail, là, malheureusement. Donc, c'est
c'est ça. On essaye le plus qu'il possible que ce je soit comprends qu'il vous égal. manque de personnel parce qu'au mois de juin l'année passée, puis au mois de septembre, il y a 2 filles de Montréal qui sont descendues me passer des questionnaires à la maison. Oui. Non, je comprends. Il y a beaucoup de monde, effectivement, qui sont très gentils de faire le déplacement parce que, justement, on offre ça. Après, au niveau des coûts de déplacement, c'est sûr que c'est propre à chacun de savoir si vous êtes capable de les prendre ou quoi que ce soit. Nous, on essaie d'aider le plus possible, mais évidemment, on n'a pas non plus la possibilité de faire des chèques à tout va. Donc, un peu ça la difficulté, mais je vous dirais qu'avec Québec, ça s'en vient de plus en plus égal, si je peux dire, entre les évaluations qui sont faites à Montréal, implantées depuis beaucoup plus longtemps parce que ça a été commencé ici, puis que ça s'en vient tranquillement. Et quand ça va être ouvert à Sherbrooke, ça va être un peu le même principe qu'à Québec. On commence avec ce qu'on peut faire le plus possible, puis on recrute activement pour y voir avec collaboration IRM, collaboration neuropsychologique. Donc, voilà. Merci Une question, beaucoup. moi j'ai déjà... Excusez, madame. Oui, allez-y pour votre deuxième question. Une dernière question, je ne veux pas prendre trop de place, là. Moi, j'ai mon dossier ouvert sur ordinateur. Je m'envoie à Montréal là, par ordinateur puis remplir mes questionnaires. Est-ce que ça va se transférer à Québec ou je vais rester à Montréal? Oui, ça peut. En fait, c'est pas des dossiers séparés. Le réseau Parkinson Québec est implanté à différents endroits, mais ça reste réseau Parkinson Québec. Donc, autant Montréal, si vous décidez par la suite de vouloir faire les suivis à Québec par l'équipe de Québec, ça sera fait par les gens à Québec. Si vous voulez aller en Estrie, parce que vous déménagez en Estrie, ça sera fait en Estrie. Donc, c'est vraiment, c'est pas implanté à un site spécifique, puis on n'y touche plus. Ça fait partie du réseau. Le réseau, il est partout au Québec. Bon, c'est bien, madame, merci. Merci à vous. Bien fait. Merci à vous. On parlait justement de la distance pour se déplacer dans les centres. On avait une question. Est-ce que la compensation financière peut être plus élevée si on habite en région assez éloignée comme Abitibi? Il n'y a pas quelque chose de formel et écrit. C'est sûr qu'on veut que les gens soient à l'aise et soient contents de participer. Donc, c'est sûr qu'on est capable de trouver entente pour compenser d'une certaine manière et raisonnablement aussi, un petit peu plus que juste le stationnement des gens qui viennent, par exemple, de la ville ou quoi que ce soit. Fait que oui, je vous dirais que c'est du cas par cas parce que dans l'éthique, c'est approuvé pour certains montants. Par contre, on est un petit peu flexible quand même. On a aussi beaucoup de questions sur l'après. Est-ce que les participants ont accès, par exemple, aux résultats après avoir passé les tests d'évaluation? La grande question qui est sur toutes les lèvres de tout le monde, je vous dirais. En fait, ce n'est pas un choix personnel, c'est un choix des comités d'éthique. En général, les résultats d'évaluation de questionnaires dans probablement tous les centres de recherche et toutes les équipes de recherche ne sont pas divulgués aux participants. Je vous explique quelques raisons. Première raison, c'est que, par exemple, on vous fait l'évaluation cognitive et vous avez un résultat, disons, sous la moyenne ou qui laisse à croire qu'il y a des difficultés cognitives. Puis on ne peut pas vous les divulguer parce qu'on ne connaîtra pas l'impact de cette information sur votre santé mentale, sur votre santé physique. Donc, on ne peut pas prendre le risque de vous mettre en danger quel que soit niveau anxiété ou stress ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une des raisons, c'est qu'on ne peut pas divulguer pour les effets néfastes que ça pourrait entraîner. Même dans le cadre de bonnes nouvelles ou quoi que ce soit, rassurer quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui est très, très sensible. Donc, l'éthique, ce n'est pas nous qui décidons, là, je vous dis, c'est vraiment l'éthique a tranché en disant aucun résultat ne peut être transmis spécifiquement aux personnes. La seule exception, c'est par exemple, vous faites un IRM et qu'il y a découverte fortuite qu'on appelle, donc quelque chose qui apparaît
qui doit être absolument pris en charge par une équipe médicale. À ce moment-là, c'est évalué par un radiologue, c'est évalué par quelqu'un de plus haut placé pour s'assurer de ce qui a été découvert soit vrai. Et par la suite, on communique avec un membre de l'équipe médicale. Donc, si vous êtes suivi avec un neurologue, au CHU de Québec, on va communiquer avec le neurologue. Si vous avez un médecin de famille, on communique avec le médecin de famille. Et sinon, on essaie de trouver un moyen que ce n'est pas vous qui allez recevoir la mauvaise nouvelle, mais bien une équipe qui va vous prendre en charge pour gérer ensuite la nouvelle et la prise en charge pour votre santé et sécurité. Donc, c'est vraiment probablement la seule exception pour des réponses de questionnaires, des évaluations. Après, souvent, on donne les résultats, mais c'est dans un bassin d'informations. C'est tous les participants mis ensemble et ça, c'est les résultats qu'on peut voir dans les articles de revue, dans les comptes rendus qu'on peut faire, les résumés des résultats et tout ça. Donc, malheureusement, ce n'est pas notre décision. On aimerait bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche, il y a beaucoup de gens qui se battent en ce moment. C'est très, très, très chaud comme sujet pour pouvoir justement remettre un certain nombre d'informations qui n'ont pas d'impact sur la santé et sécurité. Donc, ça se discute, mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas possible. Merci. Une personne demande de répéter, si c'est possible, de répéter les détails pour s'inscrire. Et par la même occasion, une autre personne demandait aussi quand se feront les évaluations. Donc, comme j'imagine que c'est en fonction du moment où les personnes ont rempli les premiers questionnaires, donc c'est un peu deux questions en une. Donc, la première, c'est de répéter les étapes d'inscription, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc, est-ce que je vais remonter? Oui. Je pense que je vais remonter dans le PowerPoint pour vous montrer les étapes. Voilà. Alors, première étape, en fait, c'est d'aller sur notre site web, le site de Réseau Parkinson Québec, donc rpq-qpn.com ou le site de Parkinson Québec qui a fait un lien vers nous. Et en gros, vous allez donc section des participantes et participantes qui est sur cette page-là. Ensuite, au bas de la page, vous allez avoir les petites tuiles comme ça et vous cliquez sur « Vous souhaitez participer ». Par la suite, vous allez avoir donc une série d'explications de qu'est-ce qu'on fait. Donc là, vous voyez peut-être en tout petit, là, mais la biobanque, la base de données. Donc, ça vous explique un peu plus en détail comment vont être organisée la collecte de données et un peu qu'est-ce qui se retrouve dans le formulaire de consentement, juste pour vous donner un peu une idée. Mais sinon, vous voulez avoir de l'information, vous cliquez sur la petite tuile « Je participe » et vous allez avoir l'ouverture de ce formulaire-là. Dans le formulaire, juste un peu plus bas de cette en-tête-là, c'est que vous allez entrer votre nom, votre numéro de téléphone, un courriel, donc juste des informations qu'on puisse vous contacter. Et puis, c'est par la suite que notre équipe vous appelle. Généralement, c'est dans un délai de 2 semaines, là, parce qu'on a quand même beaucoup de monde qui s'inscrivent ou qui veulent de l'information. Donc, dans un délai approximatif de 2 semaines, on vous appelle. Souvent, ça va être Lucie, Courtney, les demoiselles qu'on a vues dans notre photo d'équipe qui vont vous appeler pour vous poser quelques questions, répondre à vos questions surtout et vous expliquer un peu plus le processus qu'on a vu dans les étapes 3, 4, 5, 6. J'espère que ça répond à la question. Sinon, remettez la question un petit peu plus. Puis, l'autre partie de la question, c'était après... non. À quel moment, en fait, on fait les évaluations en présentiel? À partir de... C'est quoi à peu près les délais? Très variable. Ça dépend si vous êtes disponible tout de suite versus un meilleur moment serait, par exemple, le printemps ou l'été. Donc, c'est vraiment variable. Je vous dirais que ce qui est le plus difficile, c'est si vous voulez avoir un rendez-vous, disons, dans la même journée avec un IRM, les plages horaires d'IRM sont bookées quand même beaucoup de mois d'avance parce qu'on n'est pas les seuls à utiliser un IRM, ce n'est pas le nôtre, c'est un IRM de centre de recherche. Donc, les plages horaires sont
utilisés par différentes équipes. Et donc, il n'y a pas énormément de place à toutes les semaines. Donc, c'est sûr qu'on a aussi beaucoup de rendez-vous déjà pris. Alors, ça peut aller dans plusieurs semaines. Ça peut être fait sous plusieurs tranches, comme Rouzbeh en parlait. On peut le faire le sang, la neuropsie et les évaluations motrices dans un avant-midi, revenir plus tard, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard pour faire l'évaluation de l'IRM seulement. Donc, c'est pour ça aussi que c'est quand même assez malléable. Ça peut être très rapide, comme ça peut être plusieurs mois d'attente pour l'IRM. Pour l'IRM, mais aussi pour vous. Tu sais, si vous voulez tout faire d'un coup, vous êtes prêt à attendre 6 mois, ce sera 6 mois. Mais ça peut être fait la semaine, 2 semaines plus tard aussi, une fois que les questionnaires sont terminés. Donc, c'est variable. Ok. J'ai aussi une autre question. Vous avez donc 2 axes de participation. D'un côté, les collectes de fonds et puis d'un autre, c'est en fonction des projets de recherche. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance les projets de recherche, enfin, oui, les projets de recherche en cours, ou c'est vraiment vous qui allez contacter les participants en fonction des besoins des chercheurs? Donc, dans la deuxième partie, qui est la deuxième flèche, oups, c'est en haut. Attendez, je vais essayer de... Voilà, ici. Donc, dans la deuxième partie de l'écran, la flèche avec les participations, en fait, c'est que les équipes de recherche nous contactent pour faire approuver le projet pour qu'on leur envoie une liste de participants. Donc, ce n'est pas le réseau Parkinson Québec qui contacte les participants pour faire ce projet-là en particulier. C'est les équipes de recherche du chercheur de ce laboratoire qui s'en occupe. C'est eux qui vont vous appeler, qui vont vous proposer leurs projets, leurs évaluations. Donc, c'est vraiment de leur côté. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit une liste des participants qui répondent aux critères du projet. Ok. Donc, Voilà. s'il y a, par exemple, des personnes qui se demandent s'il y a d'autres études en cours, est-ce qu'elles peuvent vous contacter pour savoir plus précisément à titre individuel si vous allez pouvoir les placer sur un projet de recherche ou c'est vraiment pas possible d'avoir cette... C'est Ouais. difficile de savoir parce qu'il y en a plusieurs projets qui sont en cours. On ne sait pas non plus à quel stade de recrutement chacun des projets se trouve parce qu'on est vraiment un intermédiaire. Ce n'est pas nous qui avons la gestion du projet sous la main. Ce qui est possible, c'est, oui, De leur donner le nom des c'est ça, les coordonnées des équipes. C'est Rouzbeh généralement qui met en place les listes de participants, qui sélectionne les participants. Donc, c'est sûr que c'est plus Rouzbeh qui est qui est capable en ce moment de dire oui, je sais qu'il y a à peu près tel et tel projet qui ont demandé des listes, donc ils sont activement en recherche de participants. Mais si vous avez dit oui à la recherche, ça se peut aussi que vos critères ne fonctionnent pas avec ce que le projet de recherche demande. Donc, ce n'est pas parce que vous avez dit oui que nécessairement vous allez être appelé par des équipes de recherche. Donc, ça aussi, on ne connaît pas les délais, on ne sait pas c'est quand vous allez pouvoir participer à d'autres projets. On peut donner des pistes, mais on n'a pas de liste de responsabilités des autres projets. Ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est collecte de données au réseau Parkinson Québec. On a des projets, disons, collaboratifs pour lesquels on recrute à même le réseau. Donc, nous faisons ce recrutement-là, mais c'est spécifique au neuro en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on c'est pas... Il y a une personne qui dit donc c'est le chercheur qui nous choisit et non nous, pardon, qui choisissons une recherche. Donc c'est un peu ça. C'est en fait les personnes, elles font les analyses, les évaluations. Vous avez une base de données et vous pouvez aller les contacter au besoin en fonction des critères que les chercheurs demandent. Vous êtes vraiment, ouais, c'est ça l'intermédiaire entre des projets de recherche des projets de recherche et les participants. Ça dépend complètement des critères de sélection de chaque projet de recherche. OK. On a aussi une question est-ce que les résultats des différentes recherches sont diffusés? Et si oui, où? À quel endroit? Alors,
Est-ce qu'on parle des projets des autres chercheurs ou est-ce qu'on parle des données que nous avons collectées dans le cadre des évaluations en personne? Ça, je vais répondre un peu dans les deux façons. Oui. Dans la première façon, donc la collecte de données pour le réseau Parkinson Québec, de plus en plus, on est en train de soumettre des résumés qu'on appelle à des conférences. Donc, souvent, ça va être à ces endroits-là qu'on peut diffuser les résultats. Le type de résultat, ça va être le nombre de personnes que nous avons dans le réseau, l'âge moyen, le type de participation et ce qui se fait aussi beaucoup, c'est par exemple avec les évaluations de sang, on collabore avec une équipe du neuro qui fait les évaluations et qui publie dans soit des journaux scientifiques, qui fait des présentations webinaires, souvent ça va être en anglais, et qui aussi présente des résumés comme ça dans des conférences à différents endroits dans le monde. C'est sûr que, je vous dirais, c'est pas très commun de fournir des versions papier résumées grand public pour la communauté. C'est ce qui est, je pense, un grand fléau pour l'instant et ce que nous, on aimerait le mettre un peu plus de l'avant, comme je vous disais, avec les communications, que ce soit communication écrite sous un petit résumé, une lettre qui est envoyée à tous ceux qui ont participé, une infolettre aussi à travers le courriel mensuel ou quoi que ce soit. Donc, il y a moyen d'aller chercher l'information, mais ça va être très scientifique et donc difficile peut-être de comprendre pour même nous qui travaillons dans le monde de la science. Donc, des résumés vulgarisés et des résultats, c'est encore difficile et ça dépend de chaque équipe de recherche s'ils mettent l'effort ou s'ils ont l'intention de faire cet effort-là pour la communauté. Donc, c'est très dépendant de chaque étude et chaque projet. Est-ce que vous prenez des participants à l'international ou c'est vraiment ouvert uniquement au Québec? Bonne question. Pas pour le moment. Je pense que le mieux, c'est d'être sur place parce que le type de participation puis le type de données qu'on va pouvoir collecter va être très limité. Donc, ce sera juste par questionnaire. On n'a pas d'entente à l'international pour aller faire les prises de sang à quelque part, faire les évaluations en personne et nous les envoyer. Ce n'est pas du tout encore établi. Je ne crois pas que ce soit dans un futur proche. On essaie d'abord de bien s'implanter dans le Québec avant de s'en aller à l'international. Mais c'est ça. Il y a des sites au Canada qui, justement, sous l'ombrelle du Canadian Open Parkinson Network, qui se font. Donc, il y a des sites à Ottawa, des sites à Toronto, en Colombie-Britannique, à Alberta. Donc, il y en a vraiment un peu partout maintenant et on fait à peu près tous les mêmes évaluations. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut maintenant être possible. Mais à l'international, on aurait juste la possibilité de faire les questionnaires et bon, c'est intéressant, mais ça n'a pas la plus grande valeur scientifique au niveau du partage ensuite des informations. Puis on ne pourrait pas envoyer nécessairement des participants faire des collectes de données dans des laboratoires non plus. Donc, c'est très limité après la possibilité de recherche. Oui, je comprends. Si on veut obtenir les résultats de nos évaluations, à qui on doit s'adresser? Comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas vraiment les diffuser. Oui, Donc, oui. on pourrait... Non, mais on peut dire qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne pourra pas donner de résultats. Donc, mais s'il y a une découverte La découverte fortuite, oui. c'est nous qui allons vers l'équipe médicale. Donc, si vous allez l'apprendre soit par votre neurologue, votre équipe médicale, médecin de famille. Oui. Donc, ça ne sera pas directement communiqué à vous pour les raisons qu'on a expliquées tantôt de santé et sécurité. Ça va passer par une équipe médicale. OK.
Et je pense, dernière petite question, est-ce qu'il y a un suivi avec les participants ensuite? Je pense que vous avez dit que 12 mois, etc. après, vous les recontactez, mais après ça, est-ce qu'il y a un suivi quelconque ou, et aussi, comment est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que nos données disparaissent à un moment, en fait? Bonne question. Dans un premier temps, les suivis se font tous les 12 à 18 mois. Donc, vous pouvez être dans le réseau pendant 15 ans, on va avoir des suivis réguliers. On appelle ça une étude longitudinale. Donc, il n'y a pas de fin, techniquement, jusqu'à temps qu'on soit plus financé par les fonds de recherche. Ça sera la fin éventuelle, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. On continue donc nos activités. Donc, voilà, il n'y a pas de fin. Donc, tous les 12-18 mois, on vous contacte et on fait la mise à jour des dossiers. Dans un deuxième temps, les données ne disparaissent pas parce que justement, on les met à jour, mais on n'écrase pas les anciennes versions. On garde tout ce qui est collecté et ça nous permet justement de faire une ligne du temps, de voir l'évolution, de pouvoir faire des études justement sur comment ça évolue. Entre votre propre évolution, mais aussi entre les participants de différents niveaux. Donc, on garde tout est sécurisé et ce qui est dit dans l'éthique en tant que tel, c'est une fois que le projet, ou en tout cas, si jamais le réseau Parkinson Québec devait finir et arrêter les fonctions complètement, on doit garder toutes les données, toutes les informations jusqu'à 5 ans après la fermeture du dossier. Donc, après 5 ans, là, on peut tout déchirer, tout écraser et effacer tout. Mais on a quand même dans ce devoir éthique de conserver tout ce qu'on fait et sécuriser le tout. Ok, oui, je comprends bien. On arrive à la fin de ce webinaire, donc si il y a des questions qui sont restées en suspens, je vous invite à contacter le réseau Parkinson Québec pour qu'ils puissent répondre à leurs questions, à votre question. Je vous mets le lien du site web dans le chat. Puis aussi, ouais. on voulait, si jamais vous voulez aller directement pour aller directement au formulaire d'inscription. Ouais. Formulaire de consentement. Oui, je l'ai mis plusieurs fois dans le chat. D'accord, c'est gentil. Si vous voulez y aller, comme je vous dis, c'est un formulaire pour nous demander de vous appeler, pour vous répondre à vos questions, pour vous informer de comment ça marche. Donc, si ça n'a pas été répondu à travers ce webinaire, ben, n'hésitez pas à nous écrire. On n'a pas de téléphone, donc juste nous écrire, remplir le formulaire d'information. On va prendre contact avec vous dans les meilleurs délais d'ici 2 semaines à peu près. Donc, je vous remercie tous pour votre présence. J'espère que ça aurait été éclairant, que ça aura répondu à de nombreuses questions. Merci aussi Rouzbeh et Sarah pour votre présentation et votre temps. Le prochain webinaire, c'est le jeudi 27 avril. Et ça sera un webinaire en anglais sur le programme Empathique qui a été développé par Parkinson Québec et le CRCHUM. Donc, vous pouvez vous y inscrire dès à présent. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Donc, comme je l'ai dit, c'est un webinaire qui sera en anglais. La version française avait été réalisée en novembre pour expliquer ce programme. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée à tous. Rouzbeh, Sarah, peut-être vous souhaitez dire un mot avant de quitter? Ah on remercie tout le monde, puis on espère que ça vous a donné envie de participer à la recherche parce que c'est ce qui fait avancer la science et tout ce qui peut y avoir pour les futures générations. Donc, on est très, très choyés de travailler dans ce milieu-là. Et puis, on a hâte de vous voir en personne. Merci tout le monde. J'espère que toutes les informations étaient claires. Et on vous attend pour nous contacter. Merci. Merci à tous. Au revoir.